le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. La démocratie ne serait plus légitime à pouvoir les résoudre. La démocratie ne peut se traiter ou être efficace qu'à l'échelle planétaire. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Le gouvernement mondial, il est là. Le gouvernement mondial, il est là. La question du nouvel ordre mondial n'est pas un sujet anodin. C'est même le grand sujet de notre époque, et tout le reste ne pèse guère à côté. Car vous allez le voir, elle recouvre tout. La démocratie, le pouvoir d'achat, la santé, l'environnement, la paix. Il n'y a pas de définition officielle du nouvel ordre mondial, mais l'idée générale est la suivante. Le nouvel ordre mondial, parfois appelé mondialisme, est un projet politique dont le but est la mise en concurrence de tous les acteurs économiques de la planète au sein d'un grand marché unique, avec pour seul critère leur capacité à produire des richesses. L'idée sous-jacente est que la libération totale des forces vives de la société, ces entrepreneurs prétendument créateurs de richesses, seuls capables de tirer vers le haut l'ensemble de la population, serait la seule réponse possible aux 3 défis majeurs que l'humanité devra affronter au cours du XXIe siècle. La destruction de l'environnement, la pénurie des ressources et le choc des civilisations. Une définition brutale dans sa simplicité, qui a priori n'offre aucune possibilité de contestation. C'est le nouvel ordre mondial ou la mort. Et pour forcer le trait, on vous explique en plus que seuls les imbéciles et les simples d'esprit voudraient s'y opposer, avec parfois comme une mise en garde, une accusation de racisme et d'antisémitisme qui pointe le bout de son nez. Souvenez-vous, c'est exactement le même son de cloche qui vous avait été seriné pendant la campagne pour le référendum de Maastricht il y a 20 ans. On connaît la suite. Comme le remarque l'intellectuel russe ex-dissident Vladimir Boukhovski, c'est aussi exactement ce qui se passait dans l'ex-Union soviétique lorsqu'on faisait croire aux Russes qu'ils vivaient dans le meilleur des mondes et que toute alternative n'était que fascisme et servitude. Faut-il donc être aveugle pour ne pas comprendre que tout ceci, une fois de plus, sent la propagande mensongère à plein nez? La vérité qui vous est soigneusement cachée, c'est que ce projet politique à l'échelle du monde n'est rien d'autre qu'une fuite en avant du capitalisme libéral, qui est lui-même à l'origine de ces grands défis planétaires, et qu'en coulisses, une oligarchie insatiable poursuit un tout autre objectif. La course au profit, sans aucune considération d'ordre moral, hors la nécessité de préserver une apparence respectable. Pour mieux vous tromper, les médias et la classe politique dominante nous parlent de nouvel ordre mondial et de mondialisation sans vraiment distinguer ces deux notions. Pourquoi d'ailleurs prendrait-il cette peine, puisqu'à les entendre, elles recouvrent un seul et même phénomène dont vous ne pourrez échapper, et qui impose certes des changements dans vos habitudes et aussi des sacrifices, mais qui à la fin ne peut apporter que bien-être et prospérité. Or, confondre mondialisation et nouvel ordre mondial est tout bonnement une tromperie éhontée. Et c'est d'ailleurs par là que je vais commencer.
En quoi cette confusion est une supercherie? Si la mondialisation est effectivement un phénomène inéluctable qui peut être vertueux ou non, selon la manière dont l'homme s'y adapte, le nouvel ordre mondial est quant à lui, et je le dis sans crainte et sans passion, une dictature implacable qui avance masquée, non pas dans le but de conduire l'humanité vers des jours meilleurs, mais dans celui de préserver un système économique et social, où l'homme n'est juste qu'un robot à la fois producteur docile et consommateur compulsif au bénéfice d'une oligarchie apatride. Cette vérité crue à laquelle j'ai eu accès pour l'avoir vécue de l'intérieur pendant près de 30 ans, je vais essayer de vous l'expliquer, sans prendre de gants, loin du jargon des experts, en choisissant à dessein des mots accessibles par le plus grand nombre. La mondialisation, chacun devine bien de quoi il s'agit. C'est une évolution naturelle de la société, marquée par l'internationalisation des échanges de biens et services, à la suite des avancées fantastiques dans le domaine des transports, des télécoms et de l'informatique, qui ont jalonné la deuxième partie du XXe siècle. Mais aussi du fait de l'élévation du niveau d'instruction des populations dans les pays émergents et de la diffusion universelle de l'anglais. Mais ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial, ou parfois le mondialisme, va beaucoup plus loin. C'est en plus de la mondialisation, le choix politique d'éliminer les obstacles culturels et réglementaires aux échanges des biens et services, aux flux migratoires et aux mouvements de capitaux. En clair, l'élimination des frontières. Poursuivie par l'élimination des souverainetés nationales et enfin couronnée par l'instauration d'une gouvernance mondiale qui par définition ne peut être qu'une dictature, tant on imagine mal que le peuple puisse dans ces conditions conserver une once de souveraineté. Prenons un exemple qui nous est familier. Nous connaissons tous ces canaux qui relient entre eux fleuves, rivières ou océans, et nous savons bien que tout au long de ces canaux, il faut des écluses pour pallier aux différences de niveau lorsque le terrain est accidenté. Imaginez que l'on ait créé des canaux sans prévoir d'écluses. Que se serait-il passé? Tout bonnement, des zones entières auraient été asséchées et d'autres auraient été inondées. Eh bien, le nouvel ordre mondial, c'est ça. J'en veux pour preuve les évolutions chaotiques, après l'abolition des frontières, entre des pays aussi différents que l'Allemagne et la Grèce, et entre des continents entiers, comme l'Europe et l'Asie. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le refus du nouvel ordre mondial ne signifie pas du tout le repli sur soi et le refus de la modernité, mais juste la conservation d'un système de protection autour de zones, peu importe qu'elles soient régionales ou nationales, mais surtout homogènes, permettant de s'adapter à la mondialisation sans créer de déséquilibre. Le nouvel ordre mondial ou mondialisme, qu'il ne faut pas confondre avec mondialisation, je le répète, est lui bel et bien une doctrine totalitaire, dirigée vers un but précis, la maximisation des profits pour le détenteur du capital, au besoin par la force, si les citoyens, lorsqu'ils comprennent bien de quoi il en retourne, se prêtent à le combattre. Comment l'idée d'un nouvel ordre mondial s'est-elle imposée progressivement au cours du XXe siècle? Si l'idée d'un gouvernement mondial est née au XVIIIe siècle pour faire échec au pouvoir de l'Église catholique, c'est surtout au XXe siècle qu'il a pris la forme que l'on connaît aujourd'hui. Les principales étapes successives de la montée du nouvel ordre mondial ont été les suivantes. 1. Après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, qui a donné aux grandes entreprises américaines leur dimension véritablement apatride. Mot bien plus pertinent que multinational, puisqu'avec le nouvel ordre mondial, la nation est amenée à disparaître. 2. Hier en Europe, puis demain vis-à-vis du reste du monde, la suppression totale des frontières que je viens d'évoquer. 3.
La fusion des banques d'affaires et des banques commerciales en des superbanques à vocation universelle et au pouvoir démesuré, et qui de facto échappent à tout contrôle. 4. La diabolisation du sentiment national rendu responsable de la Seconde Guerre mondiale, et singulièrement de la Shoah. 5. L'échec total du modèle inspiré par l'Union soviétique. 6. L'alliance entre deux impérialismes, l'impérialisme économique apatride et le sionisme moderne, qui après la création d'Israël, vise aujourd'hui à neutraliser tous ses adversaires et à installer partout des pouvoirs fantoches au service de la diaspora. Le premier trouvant dans le second l'impunité que lui confère le tabou de l'antisémitisme, et le second, la puissance financière et militaire du premier. 7. L'effondrement de l'influence de la religion catholique et la destruction de la cellule familiale traditionnelle, suite à l'accès des femmes au travail, au divorce, à l'avortement, à la pilule, etc., etc. Mais c'est surtout l'incapacité du pouvoir politique à maîtriser les dépenses publiques qui a été, dans les 30 dernières années, le facteur décisif qui a généré un transfert de souveraineté du politique vers le monde financier. Car le nouvel ordre mondial, voyez-vous, est aussi et surtout un rapport de domination du créancier sur le débiteur. L'argent est le nerf de la guerre, et le nouvel ordre mondial n'y déroge pas, bien au contraire. L'oligarchie qui le dirige dispose à cet effet d'une puissance financière estimée à 100 trillions de dollars, soit 100 000 milliards de dollars. Environ 50 fois le PIB d'un pays comme la France. D'où je tire ce chiffre? Il s'agit à plus ou moins 10% près du montant des avoirs dont les grandes superbanques assurent la gestion. Cette force de frappe, le nouvel ordre mondial s'en sert pour d'une part corrompre la classe politique, et d'autre part pour rémunérer grassement une hyperclasse parasite composée de cadres supérieurs, banquiers et industriels, et des personnalités influentes du monde des médias et du spectacle. Par comparaison, le peuple, c'est-à-dire nous, par la grâce de nos dirigeants politiques, nous devons assumer la charge d'une dette globale de 50 trillions de dollars, ou 50 000 milliards de dollars. Ces deux chiffres, 100 trillions d'actifs d'une part et un passif de 50 trillions d'autre part, vous donnent la mesure de la disparité phénoménale de la répartition de la croissance économique depuis 30 ans. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que la gouvernance mondiale est une gouvernance par la dette. Sans dette publique, le nouvel ordre mondial n'aurait virtuellement aucun pouvoir sur les États. Ici, je dois expliquer quelque chose de fondamental, que ni Pierre Hillard, ni François Asselineau, ni Jacques Sapir, ni personne d'autre n'ose dénoncer, tant cela paraît monstrueux, et qui pourtant est une vérité incontestable, et qui se manifeste tous les jours sous nos yeux. L'idée communément admise, et en apparence rassurante qu'un État ne peut pas faire faillite, est vraie. Mais c'est en fait une règle diabolique pour les peuples. En apparence, elle semble rassurante, parce que la faillite est perçue à l'instar de ce qui se passe dans le privé, comme une déchéance pour le failli. Mais dans la réalité, c'est tout le contraire. C'est bien l'absence de faillite qui est une véritable catastrophe, puisqu'elle signifie en fait qu'une créance sur l'État doit être remboursée à n'importe quel prix, même au prix de la vie des hommes. Dans le système imposé par le nouvel ordre mondial, en effet, les créanciers des États endettés, contrairement aux créanciers du secteur privé, disposent aujourd'hui de garanties illimitées sur leurs débiteurs, comme si leurs créances avaient plus de valeur que la vie des êtres humains. C'est tout le sens de l'adage
Too Big to Fail. En français, trop gros pour tomber. Mise à la mode avec la crise des subprimes, et qui oblige les peuples à des sacrifices inouïs pour éviter aux banques de payer le prix de leurs créances douteuses. Qui dirige le nouvel ordre mondial? Vous l'avez donc deviné, même si les hommes politiques et les experts, parfois présentés sous l'étiquette trompeuse de philosophes, sont les principaux avocats du nouvel ordre mondial dans les médias, c'est bien une oligarchie financière de quelques centaines d'individus qui tire les ficelles et qui constitue déjà de manière informelle une sorte de gouvernement mondial occulte en arrière-plan des institutions politiques nationales et qui les contrôle dans le but d'obtenir l'abolition de toutes les entraves à leur inépuisable quête de profit. Dans ce gouvernement mondial virtuel, on rencontre les dirigeants des principales banques internationales, les dirigeants des plus importants fonds de capital risque, les dirigeants de certaines grandes entreprises multinationales, principalement dans les secteurs clés comme la santé, l'agrobusiness, la défense, les médias et le luxe, des politiciens et des militaires de haut rang, souvent proches des lobbies sionistes, qui influencent de manière décisive la politique extérieure des États-Unis et de quelques autres pays, notamment la France. En dessous de ce petit nombre d'individus, qui en quelque sorte est le sommet de la pyramide, on trouve les principaux élus politiques du monde occidental et les responsables des grandes organisations transnationales telles que le FMI, l'OMC et la Commission européenne, qui ne sont tous que des exécutants dociles, car totalement corrompus. Une corruption subtile, fondée sur le chantage et la tromperie, et qui se résume en gros à ceci. 1. Vous êtes là où vous êtes, parce que nous vous jugeons convenable, et que nous avons le pouvoir de vous remplacer en claquant des doigts. 2. Vous devez nous protéger à tout prix, parce que si nous tombons, tout le système s'écroule. On trouve plus bas de la hiérarchie des hauts fonctionnaires, des leaders d'opinion, des experts et quelques chefs d'entreprise. L'ensemble sous la surveillance étroite des loges maçonniques, des organisations juives nationales et autres clubs et associations peu connus du grand public. Des réunions périodiques telles que le Bilderberg, le Siècle ou le Forum de Davos, dont l'importance est d'ailleurs largement surestimée, ont juste pour but de s'assurer que tout ce petit monde ainsi que leurs relais dans la presse, éditorialistes et journalistes influents, ne dévie pas de la ligne imposée par l'oligarchie. Pourquoi le nouvel ordre mondial doit-il être combattu? Comme citoyen lambda, le paradoxe est que vous adhériez à l'idéologie socialiste héritée du système des valeurs des Lumières, ou qu'au contraire vous soyez partisan de l'ultralibéralisme qui place l'individu au-dessus de la collectivité, importe peu. Dans un cas comme dans l'autre, le nouvel ordre mondial doit être combattu. Tout simplement parce qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, et va immanquablement conduire l'humanité au chaos. Je m'explique. 1. Globalement, le nouvel ordre mondial ne crée aucune richesse. Il donne l'illusion de créer de la richesse parce qu'il produit des nouveaux riches, mais c'est juste un effet d'optique dû à une répartition des fruits de la croissance incroyablement inique. De plus, c'est une richesse fondée sur de la dette, c'est-à-dire une richesse en trompe-l'œil. La période d'austérité récente vous démontre d'ailleurs que pour précipiter l'économie de la récession, il n'est même pas nécessaire d'aller jusqu'à voter des budgets à l'équilibre. Simplement réduire le déficit par rapport à celui de l'année précédente suffit déjà. Cela devrait faire réfléchir chacun de nous. Les cures d'austérité imposées par les gouvernements aux populations pour réduire la dette publique permettent tout juste de diminuer la vitesse à laquelle elle croît. Mais elle continue toujours de grimper. Ce qui implique que, sauf miracle, l'austérité est appelée à durer. Et même pis encore, car pour faire aussi bien que l'année précédente, chaque année,
il faudra encore plus d'austérité. Enfin, dernier point, c'est une richesse chèrement acquise. Ainsi, entre 2000 et 2010, dans le cas de la France, selon le magazine The Economist, chaque euro de dette supplémentaire s'est traduit par seulement 89 centimes d'euros de croissance. Et aux États-Unis, c'est même pire. Ce chiffre tombe à 83 centimes. Deux. Les défenseurs du nouvel ordre mondial ont cette formule empruntée à l'ex-chancelier Helmut Schmidt, qui résume parfaitement la philosophie libérale. Les profits aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Or, dans la réalité, les profits d'aujourd'hui ne servent qu'à créer toujours plus de profits, soit par des investissements de productivité économes en emploi, soit par des investissements strictement spéculatifs. La raison en est qu'avec le nouvel ordre mondial, les entrepreneurs se comportent comme le bûcheron qui scie la branche sur laquelle il est assis. Ils peuvent rémunérer le facteur travail en dessous de son niveau minimal de subsistance, puisque la différence est comblée par le crédit et l'endettement de l'État. Tandis que le capital, lui, peut être surrémunéré, créant une gigantesque épargne le plus souvent défiscalisée, investie dans des biens spéculatifs comme l'immobilier, la bourse et les matières premières, qui ne créent pas d'emplois, mais au contraire génèrent une inflation sournoise que l'État habilement évite de comptabiliser et qui rogne inexorablement sur le pouvoir d'achat. 3. Contrairement à un autre dogme associé au nouvel ordre mondial, l'abaissement des droits de douane n'a pas été imaginé pour permettre de conquérir de nouveaux marchés, mais à l'inverse, pour profiter des avantages que procure dans les pays émergents une forme soft d'esclavage. Travailleurs sous-payés, logés et nourris dans les villes dortoirs, corvéables à merci. Que ce soit l'importation de produits à bas prix ou la délocalisation de nos usines, le but toujours et encore a été de maximiser le profit de l'actionnaire, qui est le seul et unique mobile du capitalisme. 4. Le nouvel ordre mondial prône les principes du libéralisme, mais il refuse de les respecter lorsqu'il joue en défaveur de l'oligarchie. L'exemple le plus frappant, je dirais le plus révoltant, est celui de la crise financière qui a mis en évidence cette immense escroquerie qu'est la privatisation des profits et la mutualisation des pertes. 5. Grâce au nouvel ordre mondial qui est un espace totalement dérégulé, l'oligarchie s'adonne aussi à des activités illégales, à grande échelle et en toute impunité. Le blanchiment de l'argent de la drogue et des autres trafics scandaleux. Trafic humain, trafic d'organes, trafic d'armes. La pratique quotidienne et à grande échelle du délit d'initié, qui est une spoliation permanente de l'épargnant. L'évasion fiscale systématique et même la fraude fiscale, qui cumulée sur 20 ans représente aujourd'hui au moins la moitié de l'encours de la dette publique. Ici, il convient de remarquer que si la création d'une gouvernance mondiale avait été un objectif sincère au service des peuples, c'est bien par une harmonisation fiscale au niveau de la planète qu'il aurait fallu commencer. Mais de ça, bien sûr, il n'est point question. Et la lutte contre les paradis fiscaux est une lutte factice. On pourrait passer des heures à décrypter l'imposture du nouvel ordre mondial. On pourrait par exemple s'intéresser au domaine de la santé ou celui des industries agroalimentaires, où le capitalisme prédateur sévit avec une singulière férocité. Mais il y a pire encore. L'oligarchie, sûre de son impunité, agit aussi parfois au grand jour, ouvertement, contre le vœu et ou l'intérêt des citoyens. Rappelons que pour atteindre son objectif principal de maximisation des profits de l'oligarchie, le nouvel ordre mondial s'est donné un certain nombre de buts intermédiaires. En voici les principaux. 1. La destruction des nations européennes. 2. La transformation du citoyen en consommateur naïf et docile, par la publicité,
les sondages d'opinion et la télévision en général. 3. Un encadrement strict de la liberté d'expression, c'est-à-dire en clair de la possibilité de le dénoncer dans les grands médias. 4. La réduction des élus du peuple à un rôle de marionnette par la corruption et le bipartisme qui verrouillent toute la vie politique. 5. L'éradication pure et simple des religions qui prônent l'épanouissement de l'homme en dehors du matérialisme. Voici quelques exemples qui illustrent à la fois l'impunité dont jouit l'oligarchie et son cynisme inouï. 1. Le plan Paulson d'octobre 2008 et les plans de sauvetage de la Grèce à partir de 2010, qui ont fait supporter par le peuple les conséquences des fautes qu'avait commises l'oligarchie bancaire dans un but d'enrichissement personnel. 2. La falsification des données économiques. Nous en avons eu la preuve avec Goldman Sachs et la Grèce, mais c'est aussi un phénomène propre à toutes les démocraties. Non seulement les données relatives au chômage sont fausses, mais aussi, ce qui est probablement le secret le mieux gardé de la République, celles relatives à l'inflation, et donc par ricochet au pouvoir d'achat. 3. L'usage de la planche à billets par les banques centrales, qui fait porter sur les générations futures le poids de la crise. 4. L'acheminement de l'épargne des ménages vers des produits toxiques, mais très profitables pour les banques, du fait des commissions qui leur sont attachées. 5. Les guerres d'Irak, d'Afghanistan et de Libye, déclenchées au seul profit du nouvel ordre mondial, et qui ont apporté chaos et désolation aux populations des pays concernés. 6. Le scandale du traité de Lisbonne de triste mémoire, qui fut une véritable gifle au peuple français. 7. Les lois mémorielles et antiracistes, dont le seul but est d'ériger la critique d'Israël, celle des lobbies sionistes et même des juifs à titre personnel, au rang de crimes d'antisémitisme, de manière à leur conférer une totale impunité. 8. Le Patriot Act, voté par Bush, puis entériné et même aggravé encore par Obama, qui remet à l'ordre du jour les lettres de cachet de l'Ancien Régime et abolit de facto l'habeas corpus vieux de près de 800 ans. 9. La marche forcée vers le métissage, c'est-à-dire vers la destruction des racines chrétiennes de l'Occident, racines encore vivaces dans la religion, mais aussi, ce qu'on dit moins, de la doctrine humaniste héritée des Lumières. À noter ce paradoxe qui consiste à faire l'apologie de la diversité culturelle et simultanément promouvoir une gouvernance unique pour un marché unique sous l'empire d'une pensée unique. Un paradoxe qui aurait dû éveiller des soupçons et qui témoigne parfaitement d'une rhétorique de double langage et du deux poids deux mesures. À noter aussi que cette dictature des superbanques s'appuie sur le postulat que leur effondrement impliquerait aussi l'effondrement du système économique par effet de domino. Un postulat qui semble admis par tout le monde, mais qui est totalement faux. Si le temps me le permettait, je le démontrerais en détail. Sachez quand même que l'effondrement des banques n'aurait en effet aucune incidence sur nos dépôts, car la monnaie détruite pourrait être recréée ex nihilo par la Banque centrale. Elle réduirait juste à zéro leur valeur, ce qui constituerait une perte uniquement pour leurs actionnaires. Au terme de cette énumération, on serait tenté de s'interroger pourquoi je n'ai pas mentionné le rapport du Nouvel Ordre mondial à l'écologie. Ce n'est pas un oubli. Il est vrai que non content d'assassiner la démocratie, le Nouvel Ordre mondial nous précipite vers la pénurie, puisqu'il ne peut fonctionner qu'en exploitant sans discernement les ressources de la planète. C'est d'ailleurs là la justification de la lutte menée par le mouvement altermondialiste. Ainsi, depuis l'apparition du rapport Meadows dans les années 70, document fondateur en matière de politique de préservation de l'environnement, tout ce qui a été entrepris dans ce domaine sous l'empire du Nouvel Ordre mondial n'a été qu'effet de manche et poudre aux yeux.
À titre d'exemple, c'est bien la logique du profit maximum et immédiat qui est la seule et véritable cause de la métamorphose du paysage de la Chine et du continent africain en un cloaque fétide. Les altermondialistes ont donc raison de se battre, même parfois avec violence, tant il est vrai que les rares conquêtes du mouvement écologique ont été arrachées sous la pression populaire. Mais tout ceci n'est pas propre spécifiquement au nouvel ordre mondial. Ce qui est en cause ici est plus profond. C'est le système capitaliste dans son ensemble et la mondialisation qui sert d'accélérant. Ainsi, les vertus de la mondialisation ne vont pas de soi, loin s'en faut, d'où l'intérêt de la distinction que j'avais évoquée au début de cet exposé. Combattre le nouvel ordre mondial, c'est redonner aux individus le pouvoir de canaliser la mondialisation dans un sens acceptable pour la collectivité. Quelle est l'alternative au nouvel ordre mondial? On ne peut répondre à cette question sans évoquer ses frontières géographiques. Dans le discours officiel, le nouvel ordre mondial s'arrête au monde musulman, comme pour souligner que la seule alternative est un monde d'indigence matérielle et de fanatisme religieux. C'est le sens du concept du choc des civilisations avec lequel vous êtes certainement familier. Or, la réalité est tout autre, car le nouvel ordre mondial n'a pas réussi à pénétrer dans de nombreux pays qui comptent aujourd'hui parmi les plus prospères. Je veux parler de certains pays d'Europe du Nord, de la Suisse, de l'Extrême-Orient, Japon compris, de la Russie, mais aussi du Venezuela d'Hugo Chavez, et je note que le reste de l'Amérique latine y résiste avec vigueur. Cela peut surprendre, mais c'est la stricte vérité, puisque tous ces États ont conservé leur indépendance politique, leur souveraineté monétaire et commerciale, et pour certains d'entre eux, respectent scrupuleusement la souveraineté populaire lorsqu'elle s'exprime. Cette distinction entre les nations est fondamentale. Elle permet de répondre à ceux qui nous accusent de vouloir ramener le monde à l'âge de la pierre. L'alternative au nouvel ordre mondial est tout autre chose qu'une régression. C'est une société qui permet encore au pouvoir politique de faire échec aux dérives de la mondialisation, afin de garantir, dans la mesure du possible, une évolution vertueuse du système capitaliste, c'est-à-dire dans le respect de l'homme et de son habitat. Pour se rapprocher du modèle d'une société post-nouvel ordre mondial, je vois 7 grandes transformations à accomplir. 1. Sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, pour retrouver une souveraineté nationale et rétablir une protection douanière aux frontières. 2. Généraliser le scrutin à la proportionnelle intégrale, de manière définitive, afin de garantir une juste représentativité de tous les courants politiques qui traversent la nation, et renforcer la légitimité du Parlement par rapport au pouvoir exécutif. 3. Rééquilibrer le code pénal en matière de crimes et délits économiques, dans le sens d'une aggravation véritablement dissuasive des peines encourues. 4. Réformer la fiscalité, notamment en matière de plus-value immobilière, de manière à donner aux disparités de revenus une allure de courbe logarithmique plutôt que de courbe exponentielle. 5. Stopper toute immigration tant que le chômage ne sera pas descendu en dessous d'un certain niveau qui pourrait être de l'ordre de 6 ou 7% de la population active. 6. Nationaliser l'ensemble du secteur bancaire. 7. Abolir tous les textes limitant la liberté d'expression sous quelque forme que ce soit. Comment lutter contre le nouvel ordre mondial? Cette question est la dernière que j'aborderai aujourd'hui. Elle est fondamentale. Car si nous sommes quelques-uns à avoir fait le bon diagnostic, peu s'aventurent à proposer des solutions, et lorsqu'il y en a, ce sont toujours des solutions impossibles à mettre en œuvre, puisqu'elles impliquent une décision de l'oligarchie elle-même, ce qui est absurde. À quoi bon en effet proposer de sortir de l'euro,
sans expliquer d'abord comment faire accéder au pouvoir une formation politique favorable à la sortie de l'euro. Or, je l'ai dit et redit, dans l'hypothèse hautement improbable où le Front National ou tout autre parti ouvertement adversaire du système remporterait des élections nationales, celles-ci seraient immédiatement annulées sous un prétexte fallacieux. Pour vous en convaincre, voyez le sort qui fut fait à Papandréou à l'automne 2011, lorsqu'il lui prit de consulter par référendum le peuple grec. A priori donc, cela semble mission impossible. Le pot de terre contre le pot de fer. L'idée générale que je veux vous faire partager, c'est que tout système social fondé sur une injustice manifeste porte en lui les germes de sa propre destruction. L'absolutisme royal s'est effondré à cause de l'inégalité devant l'impôt. Rappelez-vous, tout avait commencé avec les États généraux de 1789, réunis pour demander encore plus d'impôts aux tiers-États. Le communisme, lui, s'est effondré parce que l'effort individuel n'était pas rétribué à sa juste valeur. Le citoyen soviétique modèle, de l'ouvrier du Donbass au bureaucrate du Kremlin, avait donc perdu tout sens de ses responsabilités. Le nouvel ordre mondial, lui aussi, est condamné à s'effondrer. Parce que dans sa logique totalitaire, les fruits de la croissance sont répartis de manière si arbitraire et si inique au seul bénéfice d'une oligarchie insatiable, que la consommation des ménages, qui est son carburant vital, ne peut plus être soutenue que de manière artificielle. Entre 1980 et 2008, ce fut par le crédit. Depuis, c'est par la planche à billets. Nous sommes donc placés dans la situation des mutins du Bounty ou des mineurs de Germinal. Précipiter la fin économique du nouvel ordre mondial, avec tous les sacrifices immédiats que cela implique, est la seule et unique issue. Une fois cette condition admise, il existe de nombreuses actions à la portée de chacun, susceptibles d'asséner un coup fatal à l'oligarchie. Mais contrairement aux précédents de 1789 et 1917, je ne préconise absolument pas l'insurrection, qui pourtant était un droit fondamental, garanti de la Déclaration des droits de 1793. Nous devons au contraire nous inspirer du Mahatma Gandhi, qui préconisait le boycott comme méthode non violente de résistance à l'oppression. Et voici quelques idées de boycott que je voudrais vous faire partager. 1. Le boycott de la grande distribution et de la nourriture industrielle. Je rappelle que selon plusieurs études sérieuses, entre un tiers et la moitié de la nourriture produite dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire en gros par le nouvel ordre mondial, est gaspillée, principalement du fait de la grande distribution. Cela signifie, pour ceux qui vivent à la campagne, privilégier les achats auprès des producteurs, et pour ceux qui vivent en ville, acheter sur les marchés plutôt que dans les grandes surfaces. Cela veut dire aussi privilégier les produits bio, une cuisine traditionnelle et les boissons naturelles. 2. Le boycott des grands médias. C'est un axe fondamental de la révolte des peuples contre le nouvel ordre mondial. Je n'irai pas par 4 chemins. La télévision est tout entière au service du nouvel ordre mondial. Elle ment et abrutit à dessein car c'est la mission qui lui a été assignée. Il est donc impératif d'éteindre la télévision. C'est une habitude à prendre. Personnellement, je l'ai prise, et mes enfants rétifs au début ne contestent plus ce choix aujourd'hui. D'ailleurs, avec Internet, chacun y a gagné au change, et de loin. 3. Le boycott des partis politiques pro-européens aux élections. Et faute de mieux, le vote blanc au second tour de toute élection nationale. 4. Le boycott des biens de consommation produits en dehors de l'Union européenne. 5. Le boycott des biens jetables au bénéfice des biens durables. 6. Il faut aussi songer à orienter nos enfants vers des études débouchant sur des métiers traditionnels, ou bien alors en rapport avec les nouvelles technologies.
électronique, informatique, biologie. Peu importe qu'ils soient manuels ou intellectuels. Et mettre l'accent sur les langues étrangères, notamment les langues exotiques comme le russe et les langues asiatiques, et ne plus se focaliser sur les écoles de commerce qui débouchent sur du chômage de masse. Enfin, le boycott des superbanques de type BNP, Société Générale. Je l'ai gardé pour la fin car je crois que c'est là le moyen le plus efficace pour créer un choc psychologique auprès de la population et ébranler le système financier qui est la clé de voûte du nouvel ordre mondial. Il ne s'agit pas de faire une opération spectaculaire, largement médiatisée comme naguère quelqu'un a pu sottement le suggérer, mais concrètement de transférer progressivement toutes nos liquidités vers des banques de type caisse d'épargne ou banque postale qui ne participent pas au nouvel ordre mondial. Cela veut dire aussi de rester à l'écart de tous les produits de gestion de l'épargne liés au marché des capitaux. SICAV, fonds communs de placement, produits dérivés, assurance vie, et privilégier à la place des produits d'épargne pure comme les comptes sur livret et les plans d'épargne logement. Et pour ceux qui veulent absolument investir sur les marchés boursiers, c'est passer leurs ordres en direct à travers un courtier en ligne et gérer eux-mêmes leurs investissements plutôt que d'en confier la gestion aux superbanques. Avec le temps, vous gagnerez plus d'argent et en plus, apprendrez des tas de choses utiles sur le fonctionnement de l'économie. Tout ceci n'est pas une utopie, c'est une affaire de discipline personnelle et de foi dans un combat qui est juste. Mais attention, le boycott est voué à l'échec s'il n'est pas accompagné de solidarité. Le sabordage du système de l'intérieur est une entreprise qui va demander des sacrifices et qui causera dans un premier temps encore davantage de chômage. Inutile de se voiler la face. Mais c'est le prix à payer pour sortir de la servitude. La contrepartie est dans la solidarité, c'est-à-dire le soutien matériel à tous ceux qui en première ligne seront les victimes collatérales de ce combat. La solidarité, par-delà nos divergences politiques sur des questions mineures, ces divergences que le nouvel ordre mondial est matisé afin de mieux nous diviser. C'est la clé de l'unité, sans laquelle l'entreprise est vouée à l'échec.